plus que ça. Donc c'est très dangereux cette affaire, l'affaire qu'on parle. Mais ce que je refuse aussi dans cette histoire du franc CFA, c'est ce que j'appelle aujourd'hui la sectorisation géographique du franc CFA. C'est qu'on a tendance à dire qu'il y a 16 pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA. Non, toute l'Afrique utilise le franc CFA. Je vais vous prendre un exemple, une illustration parfaite et claire. Alors je peux le présenter quand même, c'est Moizoulou, parce qu'on l'a reçu quand même l'année dernière à la radio. Mais je pense que tu étais venu pour traiter aussi ce sujet-là à la radio. Donc on a parmi nous Moizoulou, tu peux nous rappeler le nom de ton organisation, de ton association? Bonsoir, donc c'est Moizoulou Diabanza, je suis le porte-parole de MUDC, le Marron Uni Digne et Courageux, une plateforme panafricaine qui notamment milite pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique, et de notre peuple de manière générale, mais aussi pour la transformation de l'Afrique. Bien. Alors Moizoulou, tu as fait sûrement partie donc, de ce mouvement, de ce grand mouvement, c'est quand même une première, on peut quand même le dire, de ce grand mouvement qui s'est tenu ce 7 janvier. C'est un événement, c'est une date à retenir pour tous les panafricanistes et même au-delà. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce mouvement donc, qui s'appelle le Front anti-CFA? Je pense que je ne suis pas déjà mieux placé pour parler d'un mouvement qui commence le 7 janvier parce que je m'inscris dans une ligne d'une lutte qui a commencé depuis belle lurette pour notamment l'indépendance économique de notre mère patrie l'Afrique et la souveraineté monétaire et financière. La question du franc CFA s'inscrit dans une lutte qui a commencé belle lurette pour la souveraineté et l'indépendance économique de l'Afrique. En 2015 justement, je pense que le mémoire, comme Théo le rappelait, j'étais ici sur ces plateaux. C'était notamment parce qu'il s'agissait de la première mobilisation sur le franc CFA depuis des décennies. Depuis ces décennies aujourd'hui que l'Afrique a accepté dans le silence cette humiliation, l'esclavage monétaire dans lequel qui nous ont imposé le 31 octobre, si je ne m'abuse, le 31 octobre 2015, nous étions à Clermont-Ferrand. Nous étions à Clermont-Ferrand justement pour pouvoir toucher le symbole de cet esclavage monétaire. À Clermont-Ferrand où se trouve l'imprimerie de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc nous sommes allés à Clermont-Ferrand parce que je pense que, comme je le disais, quand on mène une lutte pour la souveraineté, quand on mène une lutte pour l'indépendance, il faut s'attaquer aux symboles et aux éléments qui nous maintiennent dans ces stades qui nous empêchent d'exercer notre souveraineté. Et la Banque de France, comme vous le savez, est la maison par excellence, d'où l'on pourrait aller mieux nous exprimer sur la question du franc CFA. Donc stratégiquement, nous sommes allés à Clermont-Ferrand, et les 17 et les 18 décembre. Je pense que l'événement que vous évoquez ici est la continuité d'une dynamique qu'on a lancée les 17 et les 18 décembre. Les 17 et les 18 décembre, nous avions dit que l'heure était venue, le moment était venu de mettre fin à toute forme de domination. Cette domination qui inclut la domination politique, la domination monétaire, la domination économique. Et lorsqu'on parle de la domination monétaire, on inscrit bien évidemment la question du franc CFA. Et vous avez remarqué qu'au-delà, après la marche du 17 et du 18 décembre, parce que nous avions d'abord fait un circuit en partant de la place d'Italie jusqu'à au ministère de Bercy, au ministère de l'économie et des finances de Bercy, parce que les francs CFA est placé dans un circuit. Et ce circuit sera plus complexe que la lutte que nous sommes en train de mener pour le symbole monétaire, des billets et, si j'ose dire, de pièces de monnaie. Et le lendemain, les 18, nous sommes partis de la place de la République jusqu'à la Banque de France à Paris, parce que c'est ici à Paris qu'on fabrique ou qu'on bat les pièces de monnaie. Les billets sont fabriqués à Clermont-Ferrand et les pièces de monnaie ici à Paris. Donc c'était cette double journée. Et notre appel était de mettre fin, parce que la jeunesse africaine et la diaspora, de manière générale, doit se passer sur la première ligne de cette lutte pour la libération de notre mère patrie l'Afrique et pour l'exercice de cette souveraineté. En mettant fin à cette domination, l'expression et la manifestation, la concrétisation de ces vœux s'est réalisée après la venue du président sénégalais, le préfet français Macky Sall, qui, je rappelle bien le symbole, il était à l'Élysée, lorsqu'il s'exprime sur la question du franc CFA au lendemain de la marche du 17 et du 18. Qu'est-ce qu'il a dit, Macky Sall? Le président français a pris le soin de ne pas répondre à cette question et de laisser la place au président sénégalais, donc le préfet sénégalais Macky Sall, de parler sur la question du franc CFA. Macky Sall dira que le franc CFA est une bonne monnaie qu'il faut garder. Voilà là où nous avions dit que nous avions commencé cette dynamique sur deux aspects, deux faces et deux volets. La première phase, c'est que la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA, c'est la phase coloniale. Donc là, on parlera de tous les mécanismes imposés par la France et tous ses alliés qui sont derrière la France. Et la deuxième phase, c'est la lutte néocoloniale du franc CFA.
la lutte néocoloniale du franc CFA, parce qu'il y a eu une partie des néocoloniaux qui ont accepté, humblement si j'ose dire, de pouvoir maintenir l'Afrique de manière générale et le peuple du monde dans cet esclavage monétaire et financier. Alors, moi, pour vraiment la bonne compréhension de nos auditeurs, je crois qu'il est quand même important que l'on revienne sur l'historique, sur l'histoire de ce franc CFA, parce que beaucoup de nos auditeurs, là on parle entre nous, nous savons de quoi nous parlons, mais beaucoup de nos auditeurs ne sont pas tous africains et tous ne savent pas ce qu'est vraiment, ce que représente pour nous, Africains et voire même panafricains plus largement, ce que représente cette monnaie. Quand tu parles de cette monnaie post-coloniale, il faut resituer dans un contexte plus général, historique, ce que représente le franc CFA pour les Africains. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, prenons une logique qui est claire. Officiellement, nous dirons décembre, 24-25 décembre 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il faut voir le contexte dans lequel le franc CFA est né. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que le bloc des Alliés était piloté par deux têtes, notamment les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Et pour adjoindre le bloc des Alliés, il fallait être une puissance, il fallait être accepté. Le général de Gaulle, qui est, si j'ose dire, à la fois le père de l'immigration moderne, cette immigration massive aujourd'hui que l'on décrit, mais aussi le père de l'esclavagisme étatique moderne. Parce que vous vous rappellerez que le général de Gaulle, au lendemain, à la veille des indépendances africaines, le général de Gaulle disait qu'il faut maintenir les États nègres dans cet état des choses. C'est-à-dire que soumis toujours et subordonné à la France. On devait continuer à payer et à supporter le poids de la France. En 1945, lorsque le général de Gaulle rejoint quelques temps avant, vers 39 et 40, les Alliés pour mener la guerre contre l'Allemagne nazie, de Gaulle, la question lui sera posée de savoir comment est-ce que la France pourra payer cette dette. Comment est-ce que la France pourra supporter l'effort de guerre. Le général de Gaulle n'a pas eu deux phrases dans la bouche. Le général de Gaulle a regardé l'Afrique. C'est l'Afrique qui devait constituer la manne, qui devait payer, si vous voulez, la dette ou la participation de la France dans la guerre, dans le conflit, dans le concert des grands États. Et c'est ce qui a permis même, tout à fait, c'est ce qui a permis même la France de pouvoir s'asseoir dans cette, si vous voulez, sur la table des grands, comme vous l'avez, voilà, comme vous l'avez bien dit. Et c'est en partant de là que le franc CFA verra le jour. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les richesses africaines, on ne va pas revenir dessus parce que c'est une, je dirais, un scandale géologique quand on parle de l'Afrique, avec des richesses incommensurables, même jusqu'à preuve du contraire, que certaines richesses qu'on n'a pas encore définies ou déterminées. Le général de Gaulle va trouver un symbole pour pouvoir permettre à la France de payer et de supporter cet effort de guerre. Et ce symbole sera bien évidemment la création du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Je pense qu'à ce stade-là, à l'époque, lorsque le franc des colonies était utilisé, même je pense que les territoires d'outre-mer étaient soumis dans cette même dynamique et dans cette même logique de l'esclavage monétaire. Et le général de Gaulle va continuer cette logique avec la création de cette monnaie. Je dis bien, la monnaie est d'abord créée avant les indépendances des États africains. Les francs CFA existaient. Ces francs des colonies françaises existaient déjà. On y pense déjà dès 1939 et on l'applique dès 1945. Voilà. Et mais moi, c'est pas Hitler qui a d'abord fait cette monnaie? Donc voyez-vous que après la création de cette monnaie, lorsque le général de Gaulle décide de la création de cette monnaie, donc le support qui permettrait à la France d'accomplir cet effort de guerre, les pays africains n'étaient pas encore des États souverains et indépendants. Donc d'emblée, le général de Gaulle a endetté l'Afrique sans que les pays africains ne deviennent des États. Donc on est venu trouver, au lendemain de l'indépendance des pays africains, on est venu trouver déjà des dettes contractées par la France au nom d'une monnaie dans laquelle les Africains n'ayant participé ni de près ni de loin. Comme d'ailleurs la question des frontières héritée de la conférence de Berlin de 1884. Donc nous continuons dans cette logique où, au lendemain maintenant de la création de cette monnaie, le franc CFA était supporté par les richesses africaines. Ce sont les richesses africaines qui supportaient la création de cette monnaie. Parce que, rappelez-vous, quand je vous parle de la date du 24 et 25 décembre, c'est la date à laquelle la France a fait son entrée officielle dans le bloc des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Or, pour accéder au FMI, il fallait avoir des réserves colossales d'or. Or, ces réserves-là, le général de Gaulle regardait toujours l'Afrique. Et c'est sur base de ces réserves-là qu'on va créer cette monnaie. Cette monnaie dont on applique le taux. Le taux qui a été appliqué maintenant aux États africains lorsque les États africains sont devenus indépendants. C'est ces taux-là, je pense que ma compatriote qui est sur ma droite évoquait la question de l'exemple peut-être, de l'admiration. Vous savez, on dit souvent qu'on ne rentre jamais dans un système
et en sortir sans pour autant avoir des séquelles. Du fait que la France a été sous domination nazie. Lorsque la France en est sortie, la France a malheureusement été contaminée par ces séquelles du nazisme monétaire, d'où le marque était imposé par des taux butoirs. Ce sont ces mêmes mécanismes qui ont été utilisés. La France était soumise au même régime, le marque au même régime, parce que quand les forces nazies vont conquérir la France, ils vont imposer un taux butoir entre le marque et le franc français. C'est ces mêmes taux-là qui seraient utilisés de manière assez butoir, parce qu'il n'y a pas en mathématiques 1 égale 1. Donc je pense qu'il n'y a aucun économiste sérieux aujourd'hui qui peut nous dire pourquoi 1 égale 6,65 ou 1 égale 650. Et c'est ces délais ou ces taux butoirs utilisés qui a été appliqué dans l'ensemble des pays africains qui ont hérité cette création en fait du général de Gaulle, comme d'ailleurs le voulait son vœu le plus cher, de maintenir les États africains, les États nègres, je précise le terme qui a été utilisé, dans cet état de subordination. Et cette économie de perfusion dans laquelle on nous a placés, c'est cette économie aujourd'hui que les Africains décrient après 70 ans d'opprobre et de silence. C'est cette monnaie, ces symboles-là. Mais le franc CFA en réalité, c'est quoi? Je pense que lorsque les gens disent que le franc CFA est une monnaie même à la limite coloniale, imposée à l'Afrique, la vérité n'est pas là. Les francs CFA et les symboles qui représentent une organisation aujourd'hui qu'on appelle l'ORADA, l'organisme d'harmonisation des droits des affaires, dans lequel se trouvent quasiment à peu près 17 pays de l'Afrique. Cet organisme, il a fallu à un moment donné la conception de la mondialisation. La conception de la mondialisation qui a commencé depuis, qui a donné tout le fléau que l'humanité, qui a frappé notre humanité aujourd'hui. Et la conception de cette monnaie, comme je disais, la conception de cet organisme, l'ORADA, l'organisme d'harmonisation des droits des affaires, il fallait harmoniser les politiques économiques de l'Afrique, il fallait harmoniser les politiques douanières, il fallait harmoniser les politiques financières, il fallait harmoniser les politiques monétaires. Et ça date de quand? L'ORADA a été créé, si vous le voulez, avant même la création de la monnaie. C'est-à-dire que c'est un organisme qui fonctionnait déjà dans la manière sur l'oligarchie. Quand on parle de questions monétaires et économiques sur le monde, on parle d'abord de l'oligarchie financière et économique. Cette oligarchie a progressivement, continuellement, depuis des années, utilisé différents noms, différentes méthodes pour pouvoir asseoir sa domination monétaire et financière. En ligne? En ligne, oui. Ah ben on l'écoute avec plaisir. Allô, bonsoir. On vous écoute, on veut vous présenter, on vous écoute, vous avez quelque chose à nous dire, à ajouter, à compléter? Alors surtout, moi Zoulou qui va également intervenir, surtout que c'est vrai qu'après avoir dressé, après avoir rappelé ce qu'était la monnaie franc CFA dans un contexte historique, pour parler d'aujourd'hui, c'est vrai que les raisons, je pense, vous allez me dire si je me trompe, mais les raisons pour lesquelles il est aussi important que le franc CFA soit quand même aussi soit revu, voire supprimé, c'est que c'est vrai que, comme Zoulou le rappelait tout à l'heure, aucun État africain ne peut battre monnaie, donc effectivement tout dépend de la France. Les économies africaines donc, sont soumises au franc CFA, leurs économies sont soumises au soubresaut économique d'autres États qui sont les États européens. Donc si ça se passe mal en Europe, quelles que soient les croissances dans les pays africains, et bien, étant donné que la monnaie CFA est arrimée à l'euro, donc les soubresauts reviennent forcément sur le continent africain. Et ça aussi c'est une injustice incroyable. Moi, Zoulou, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, je pense que si on doit regarder dans ce sens, mais il faut aller chercher les terreaux du problème. Les terreaux du problème, c'est quoi? C'est l'ensemble des accords, des partenariats économiques signés entre les pays africains. Les accords léonins. Ouais. Entre les pays africains et la France. Dans ces accords-là, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Il y a la primauté de la France quand il s'agit des marchés économiques en Afrique. C'est-à-dire qu'on appelle ça la position privilégiée. Les termes économiques censés, je pense, techniques, c'est le privilège dont jouit la France sur l'ensemble de ces contrats. Et sur l'ensemble de ces contrats de partenariat économique qui existent entre les pays africains et la France a la primauté sur tout ce qui sera marché, la France a la primauté sur tout ce qui sera, même quand il y a offre ou demande, la France a la primauté quand il s'agit même des offres en ce qui concerne les constructions. C'est ça là on appelle l'esclavage de la subordination du franc CFA, parce que au-delà des problèmes qui sont, je dirais,
purement technique. C'est un problème des décisions et des politiques. Quand vous parlez avec l'ensemble des Africains qui ont accepté le pont et l'esclavage dans lesquels nous sommes, la domination multisectorielle dans lesquelles nous sommes vis-à-vis de la France, ces gens-là vous disent que la France nous a accordé ce qu'on appelle la garantie de stabilité. Oui, c'est quoi la garantie de stabilité? En réalité, la garantie de stabilité, c'est la déconnexion de la question monétaire du franc CFA avec des questions politiques. Cette déconnexion fait, prenons l'illustration parfaite de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a traversé une période de trouble. La Côte d'Ivoire a subi une guerre et il s'est fait que la monnaie du franc CFA n'a pas subi de dévaluation, ni voilà, la monnaie est restée stable. Or, c'est une insulte intellectuelle adressée au monde, c'est une insulte adressée aux économistes et c'est une insulte adressée aux Africains. Comment pourrions-nous avoir compris nos erreurs dans la mesure du possible ou lorsqu'on fait une bêtise? L'économie fonctionne avec des principes et de base. Lorsqu'on fait une bêtise économique, on doit subir les conséquences de cette bêtise qu'on a commise. Lorsqu'on fait une erreur, l'inflation, la déflation, tout ça on doit connaître. Comment est-ce que votre enfant, vous dites que votre enfant sera bien éduqué dans mon école? Même si cet enfant tue, viole dans mon école, le jour où l'enfant sortira, je lui donne des diplômes que cet enfant a été bien éduqué. Et c'est ça qui se passe avec la question du franc CFA. Alors, moi Zoulou, c'est vrai que c'est très intéressant. Oui, Karim, vous vouliez dire quelque chose? Alors, c'est vrai aussi que alors, je vais faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'en ce moment, un peu partout dans le monde, se passe quand même des choses. Le monde entier a connu des récessions, on a connu des crises à partir de 2007-2008. Les gouvernements qui ont été aptes, capables et à la hauteur de répondre à ces crises, ils ont su maintenir ça. Mais ce sont des efforts qui sont faits. Donc, mais lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'effort, c'est-à-dire que quelle que soit la situation économique, quels que soient les conflits, les crises qu'on traverse, le franc CFA reste statique. Ça, on prive l'économie. En fait, la science économique n'est plus ce qu'elle devait être. La science économique devait être que la conséquence de telle chose occasionne l'inflation. Mais l'effort qu'on aura fait aura empêché qu'il y ait inflation ou qu'il y ait dévaluation. Regardez par exemple, les gens n'ont pas souvent tendance de parler de cette question de la domination culturelle du franc CFA. Je vais vous expliquer la domination culturelle. La domination culturelle du franc CFA implique les atouts, intègre les atouts culturels de la France, notamment la langue. Vous savez, en 1994, lorsqu'il a fallu d'évaluer le franc CFA, c'est pourquoi je vous disais cette déconnexion n'est qu'un leurre, parce que la politique économique et monétaire de l'Afrique reste une question principalement politique. Et cette question politique fait quoi? Cette question politique fait que lorsque le président François Mitterrand a décidé de la dévaluation monétaire du franc CFA, je vais vous parler de la domination culturelle, l'instrument par excellence, la langue française, dans son alphabet. L'alphabet français a été l'outil qui a été utilisé pour signer la dévaluation du franc CFA. Quand vous regardez les pays qui sont membres ou les pays qui sont affiliés à cet esclavage ou à cette forme d'insulte monétaire, vous verrez que dans ce pays, le premier de pays, c'est le Bénin. Parce que le Bénin, dans l'alphabet français, il n'y a pas un pays portant la lettre A qui mange le franc, qui en fait a comme monnaie le franc CFA. Donc le premier pays c'était le Bénin. Ce qui s'est fait que le président Nicéphore Soglo a été le premier à poser sa signature pour la dévaluation du franc CFA. Et lorsque tous les pères africains se sont levés pour mettre pression sur le président Nicéphore Soglo, le président Nicéphore Soglo dira ceci: quel que soit le président, quels que soient les pays, il aurait signé. C'est simplement parce que le Bénin, alphabétiquement, le Bénin se trouve en première position. Donc voilà la domination qui est aussi culturelle. L'instrument, l'arsenal de la langue française devient l'instrument par lequel les Africains sont encore subordonnés dans une monnaie où on désigne, parce que votre nom se trouve en premier par rapport à l'alphabet français. Voilà tout cet ensemble de dominations. Et quand nous combattons sur la question du franc CFA, on doit être clair. La lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA ou la monnaie néocoloniale encore du franc CFA, c'est une lutte pour la souveraineté, je précise. Oui, souveraineté. Et une lutte africaine. pour la souveraineté implique des décisions majeures sur le plan de la politique. Et cette lutte, il ne faut pas que les gens perdent des objectifs. Je voudrais faire une nuance. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais faire une nuance d'abord par rapport à ce que vous évoquez le 7 janvier. Le 7 janvier, ce n'était pas une mobilisation. La conférence n'est pas une mobilisation. C'est une continuation. Voilà, la conférence, si vous voulez, c'était un rassemblement d'où l'on vient traiter sur des questions techniques, évidemment, pour pouvoir trouver des résolutions et des grandes pistes. Une conférence qui n'atteint pas la 3e étape. Dans l'acte de la création, il y a 4 étapes. On a la conception, on a la délibération, on a la manifestation et on a la concrétisation, ou disons la matérialisation de l'œuvre de la création.
Et lorsque, par exemple, on a l'habitude d'appeler à une manifestation contre la monnaie coloniale et néocoloniale du franc CFA, c'est pourquoi? Parce que ça fait aujourd'hui 70 ans que le franc CFA, la question monétaire du franc CFA a été enfermée dans des salons privés. Au-delà des salons privés, ça a été enfermé dans des salles climatisées. Donc il a fallu aller au pied du monstre. Et en 2015, quand nous sommes allés à Clermont-Ferrand, c'était justement pour aller au pied du monstre. Là où les affaires se passent. Parce qu'il fallait prendre la rue. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à Clermont alors? À Clermont-Ferrand, c'est là qu'il y a l'imprimerie où est imprimée la monnaie coloniale du franc CFA. D'où les pays africains paient encore des taxes par rapport à cette monnaie qui est imprimée. Et à Izir, il y a ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Parce qu'aujourd'hui, la monnaie fiduciaire, admettons qu'on parle du franc CFA, la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les papiers avec lesquels on se sert pour fabriquer la monnaie du franc CFA, est fabriquée encore là-bas à Izir. Donc je pense que dans les jours à venir, on tentera d'aller de l'autre côté là-bas. Donc vous comprenez que si nous quittons cette monnaie et que ces mécanismes-là restent, il se posera toujours une question de souveraineté. La souveraineté des décisions, des orientations, des priorités. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a une question fondamentale qui dépasse maintenant le cadre de la France. Ce sont les mécanismes imposés par le FMI et la Banque mondiale. Rappelez-vous, vers les années 80, nous avions connu ce qu'on a appelé des développements économiques autocentrés. C'est quoi les développements économiques autocentrés? Les pays africains devaient choisir par eux-mêmes la priorité, le besoin et, si vous voulez, le choix des projets économiques qu'ils devaient mener dans leur pays. Ce système-là nous a donné zéro. Le pays qui a été le plus frappé, c'est l'Algérie, suivi du Gabon et un tas d'autres. En 1990, le FMI et la Banque mondiale reviennent encore avec ce qu'on a appelé les politiques d'ajustement et de réajustement structurés, qui ont complètement dilapidé les économies africaines. Et ces mécanismes-là du FMI et de la Banque mondiale fait que, je prends l'exemple d'un pays comme la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'a pas comme symbole monétaire le franc CFA. Mais il s'est fait que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qui a le franc congolais, dépend des banques belges pour la liquidité de sa monnaie. Quand la République démocratique du Congo va fabriquer sa monnaie, la République démocratique du Congo a besoin de la monnaie fiduciaire. Cette monnaie fiduciaire, ces papiers viennent soit de l'Argentine, soit du Brésil. Le gouvernement congolais n'a pas assez d'argent pour pouvoir supporter la fabrication de 100 milliards ou 100 000 milliards du franc congolais. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait? Le gouvernement congolais recourt aux banques belges. Et les banques belges, je précise, du commerce, donnent la liquidité. Quand les banques belges du commerce donnent la liquidité, il s'est fait que cette liquidité que les banques belges donnent, la République démocratique du Congo rentre est endettée. Donc pour fabriquer sa propre monnaie, c'est le même système est fabriqué avec le Nigeria. Le Nigeria a les Naira, mais ils sont soumis dans le même mécanisme. Rappelez-vous encore avec le banque britannique aussi, avec la Zambie. La Zambie a les Kwacha. Nous avons bel et bien quitté la monnaie, si vous voulez, les livres sterling. Oui, mais c'est tous les empires coloniaux voilà, occidentaux. donc c'est ce qui nous amène qu'il y a un problème véritable d'indépendance et c'est un acte politique. Dans un acte politique, c'est d'abord l'action qui prime par-dessus. Ce serait une seconde indépendance. Véritablement, parce que dans un acte politique, une vraie, même pas une seconde, mais une vraie indépendance qui commence par cette indépendance économique, parce que c'est un problème de décision, parce que c'est le président français François Mitterrand qui avait décidé. Il y a une maman, prenons l'exemple aujourd'hui dans les cas concrets, parce qu'il faut quitter l'autoflagellation intellectuelle de ceux qui veulent faire de la question du franc CFA une question technique, technocratique et des questions des théoriciens. Ça doit être une révolution populaire. Et c'est le peuple qui, dans les rues, doivent mener la révolution du franc CFA pour que cela ne soit pas volé comme on nous a volé autrefois les indépendances politiques. Pourquoi? Pourquoi je parle de cette auto-flagellation intellectuelle? Prenez l'exemple d'une maman. Prenons une maman qui est dans le marché des Dantokwa au Bénin à Cotonou. Des Dantokwa. Le plus grand marché de Bénin, le marché des Dantokwa à Cotonou. Cette maman avait 25 millions de francs CFA comme fonds de commerce à la veille de 1994. Et ces 25 millions représentaient approximativement 1000 boîtes, de grosses boîtes de lait en poudre. Au lendemain de la dévaluation décidée par le président François Mitterrand, qu'est-ce qui s'est passé? Le 25 millions de cette maman ne valait plus que 500 boîtes. Vous voyez la conséquence directe d'une décision politique venue de la France. C'est-à-dire que les États africains ne sont même pas des remparts pour protéger leur population. Or, la vocation première d'un État, c'est la sécurité. La sécurité de ses concitoyens, de ses habitants. La sécurité financière, la sécurité économique, la sécurité monétaire. Et voilà que c'est une question fondamentale. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans cette lutte véritable pour l'indépendance monétaire et économique de la France. On va revenir au débat, on va peut-être passer un petit peu de musique et on revient, et on revient après au débat.
c'est vrai que la discussion, comme le disait Moizoulou tout à l'heure, c'est cette discussion, elle ne date pas du 7 janvier. C'est une discussion, il y a des actions qui ont été menées, il y a des discussions qui ont été menées, et que c'est vrai que le 7 janvier, c'est une étape parmi d'autres actions qui seront certainement menées dans le futur. Alors, moi, ce que j'ai envie de poser comme question maintenant, le franc CFA, est-ce que le franc CFA est un frein au développement des pays africains? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Le franc CFA était un frein dans la mesure du possible où ça pose une question, comme on disait, de souveraineté. L'État, la monnaie est le symbole, c'est l'un des attributs de souveraineté d'un État. Et lorsque vous ne disposez pas de votre politique monétaire, lorsque vous ne disposez pas de votre monnaie, lorsque vous ne disposez pas de tout ce que une monnaie peut vous apporter, il est normal que le franc CFA soit un frein. Parce que c'est quoi? C'est comme si l'Afrique est perpétuellement endettée. Parce que c'est ça l'histoire du franc CFA. La nappe qui est derrière le franc CFA, c'est que l'Afrique est perpétuellement endettée. C'est qu'il faut payer. Et tout le monde se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on est endetté, pourquoi est-ce qu'on est endetté. Pourquoi est-ce qu'on est endetté? Parce que oui, la plupart des dettes, on a contacté par ces mécanismes. Oui. Vous vous rappellerez que lorsque le cher regretté président Thomas Sankara, qui d'ailleurs de son vivant a été isolé, dont la majorité n'ont pas du tout compris quelle était la lutte véritable qu'est menée Sankara, qui n'a pas d'ailleurs ouvert toute la boîte des Pandore, mais qui, dans les lignes, les grandes orientations qu'il a données, l'Occident avait compris de quoi il parlait. Parce que lui, il savait de quoi il parlait. Et cette question-là, par rapport à cet endettement perpétuel dans lequel nous sommes, l'Afrique s'étouffe, c'est-à-dire que c'est un frein au développement, mais aussi il faut comprendre que ça nous empêche d'avoir nos propres priorités et nos propres objectifs économiques. Et notre agenda économique. Voilà, parce qu'en étant dans le franc CFA, ce n'est pas nous qui décidons de l'agenda économique. C'est en fait l'autre qui décide et qui impose les priorités. Même s'il advenait demain que les pays africains puissent disposer de ce que vous énumérez là par rapport à tout ce qu'ils mettent, les 50% de leur argent, ou 70 ou 80 même % de leur argent dans les comptes d'opération, même s'ils disposaient de cet argent, le problème qui va se poser, c'est le problème en fait de la décision de l'orientation de priorité. Justement, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, obligation est demandée aux États africains pour justement, dans les accords qu'ils ont dans ces accords financiers, obligation leur est demandée de verser 50%. Donc nous venons sur la question mais ça veut principale. dire qu'en gros, l'argent, ça ne les appartient pas, puisque la France... Oui, 50% de leur réserve de change est déposée auprès du Trésor public français. Et donc cet argent dort dans les banques françaises, enfin dans la Banque de France. Et donc quand on parle des pays africains endettés, en fait, il y a de l'argent africain qui dort au Trésor public et on ne peut pas l'utiliser. Donc on en revient même sur la question principale des accords, des partenariats économiques et ces différents accords qui nous régissent ensemble avec en fait la coopération économique entre nous et la France. Et ce qu'il y a de plus grave dans ça, c'est que l'argent que vous énumérez, cet argent qui dort dans le compte et dans les trésors français, c'est de l'argent qui est après emprunté aux Africains. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui la politique, donc disons prêté aux Africains, dans ce qu'on appelle aujourd'hui des politiques de développement, l'aide au développement. C'est leur propre argent qu'on leur empêche d'utiliser, qu'on utilise pour leur prêter en disant que bon ça c'est pour l'aide au développement, avec des taux butoirs. Et ces quelques années après, on se retrouve encore empêtré dans des dettes plus que ça même. Donc c'est très dangereux cette affaire, qu'on parle. Mais ce que je refuse aussi dans cette histoire du franc CFA, c'est ce que j'appelle aujourd'hui la sectorisation géographique du franc CFA. C'est qu'on a tendance à dire qu'il y a 16 pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA. Non, toute l'Afrique utilise le franc CFA. Je vais vous prendre un exemple, une illustration parfaite et claire. Revenons sur la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a comme symbole monétaire le franc congolais. La République démocratique du Congo dispense des services ou vend de l'énergie au Congo-Brazzaville. Ça a été le cas en 2001, ça a été le cas en 2004, ça a été le cas en 2007. Lorsque la République démocratique du Congo vend de l'énergie, rend ses services à de l'énergie au Congo-Brazzaville, la République du Congo-Brazzaville dit « Vous serez payé par mon banquier, parce que c'est lui qui détient les comptes d'opération. Chaque opération que je fais, c'est chez lui que doit sortir l'argent. » La République démocratique du Congo attend l'argent venu, comment on dit, de la France. Et avant que la France ne verse cet argent, la France a l'obligation de prendre des commissions. Alors que la République démocratique du Congo, elle n'utilise pas les francs CFA, a simplement rendu service ou vendu son énergie au Congo-Brazzaville. Et vice-versa, lorsque le Congo-Brazzaville
rend service à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo doit évidemment payer. Lorsqu'ils achètent, je ne sais pas, du pétrole ou quoi que ce soit, la République démocratique du Congo va payer. Or, la République démocratique du Congo utilise le franc congolais. Ils doivent verser le franc congolais ici, auprès de la Banque de France. Parce que la Banque de France a pris la garantie des convertibilités, d'échanger cet argent pour que cet argent soit maintenant en francs CFA ou en euros pour que ça soit versé au Congo-Brazzaville. Or, la République démocratique du Congo doit payer et le Congo-Brazzaville en soi doit encore payer. Vous voyez que dans ces mécanismes-là, donc les bénéficiaires, c'est toujours les mêmes. c'est toujours les mêmes. Il est totalement impensable d'imaginer toute politique de développement, toute politique saine d'économie. Et c'est là où je disais que c'est tellement grave que c'est une question de politique. Et une question de politique démontre parce que la valeur cardinale en politique, c'est le courage. Alors, je voudrais quand même faire l'avocat du diable, mais même je connais les réponses, mais je vais quand même les poser. Alors certains diront que oui, mais grâce au franc CFA, le franc CFA donne une crédibilité internationale aux pays africains, que grâce au franc CFA, la planche à billets n'est pas utilisée pour tout et n'importe quoi, et donc ça permet effectivement de stabiliser les économies. D'autres diront aussi que grâce au franc CFA, il y a une sorte de maîtrise des dépenses publiques qui permet effectivement aux États africains de fonctionner. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions? Prenons la troisième et dernière question. Oui. Lorsqu'on parle, ça permet quand même au gouvernement de faire comment, vous dites? Au gouvernement de stabiliser leurs économies, comment dire ça, de maîtriser comment dire ça, les dépenses publiques. Mais on ne peut pas maîtriser les dépenses publiques dans la mesure du possible où vous dites que c'est parce qu'il y a le franc CFA. La maîtrise des dépenses publiques est une affaire de politique gouvernementale. C'est l'efficacité du gouvernement qui est en place qui maîtrise les dépenses publiques. Ça, les dépenses publiques, ils rentrent dans quel cadre? Rentrent dans le cadre de ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. Oui, mais dès lors que le Trésor français consent à donner des avances, qui peuvent dépasser, parce que dès lors que que les réserves de change sont remises au Trésor public, le Trésor public ensuite reverse cet argent jusqu'à 20%, moyennant 20%, aux États africains, pour que ces États africains puissent gérer leur État. Non, ça c'est... Écoutez, oui. Soyons sérieux. Quelle est l'idée qu'on veut faire circuler? C'est le noir, l'enfant éternel. Non, incapable de s'auto-gérer, incapable de prendre ses décisions. Ça c'est l'idée d'abord qui a l'air. C'est la pensée, parce qu'à chaque fois qu'il y a une décision, vous devez regarder la pensée, l'âme de la décision et la manifestation, si j'ose dire, de la décision. C'est-à-dire, il y a d'abord cette idée. Et de deux, je disais que les dépenses publiques ne peuvent être maîtrisées simplement par une politique de rigueur budgétaire ou par une politique assainie des responsabilités, un sens très élevé des responsabilités des dirigeants qui sont en place. Prenons le cas ces cas que vous évoquez par rapport aux dépenses. Non, la réalité c'est que ça c'est une des conditions imposées par le FMI. Lorsque j'ai parlé d'ajustement, des réajustements structurels, c'est quoi le programme des réajustements structurels? C'est justement la maîtrise des dépenses publiques. C'est la conséquence. Comment on maîtrise la dépense publique? C'est la suppression d'un grand nombre de fonctionnaires. Même ces mêmes critères qui sont imposés, qui ont été imposés à l'Afrique depuis des décennies, c'est le même critère aujourd'hui qui est imposé à la Grèce et autres, et que la France même est en train de subir en parlant d'un licenciement à outrance. Parlons de la crédibilité. Quand est-ce qu'on parle de la crédibilité internationale d'une monnaie? Une monnaie qui n'est pas interchangeable avec quelques monnaies que ce soit. Vous pouvez parler de la crédibilité? Alors écoute, on a un auditeur en ligne. Est-ce qu'il nous entend? Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter et vous poser votre question? Ou apporter votre témoignage? Je voudrais revenir un peu sur la question de planche à billets. Parce qu'on parlait, c'est parce qu'il y a le franc CFA, ça ne permet pas assez de planche à billets. Est-ce qu'il y a-t-il un parlement qui contrôle comment est-ce que le franc CFA est fabriqué? Y a-t-il un parlement qui contrôle la masse monétaire Je vais vous dire une chose que les gens ne disent pas. Je vais vous dire une chose que la plupart de ceux qui veulent parler de cette question essayent d'éviter. Je vais vous dire une chose qui aujourd'hui, qu'il faut que l'on comprenne. Lorsqu'on fait la planche de billets de la monnaie du franc CFA, elle est décidée par rapport aux enjeux politiques. Lorsqu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, la masse monétaire qui a été fabriquée a été supérieure à la normale. D'autant plus qu'il n'y a pas un parlement capable de contrôler cela, personne ne peut dire qu'avec le franc CFA, ça réduit l'utilisation de la planche à billets. C'est d'ailleurs le contraire. Parce que comme il n'y a pas de régulation, lorsqu'il y a eu des élections, j'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a eu une masse monétaire plus que d'habitude fabriquée parce qu'il fallait donner l'argent à Ouattara pour pouvoir soudoyer.
Et lorsqu'on donne l'argent à Ouattara, vous savez que l'argent qui vient d'ici, qui va vers Ouattara pour soudoyer, les fonctionnaires de l'ONU qui sont sur place sont au courant. Les ambassadeurs qui sont en place sont au courant. C'est la corruption qui devient généralisée. Parce qu'il faut soudoyer tous les autres et les observateurs pour qu'ils puissent aller dans le même sens des résultats qui seront donnés. Et au-delà de ça, lorsque le général d'armée Denis Sassou Nguesso a fait la guerre contre le président Lissouba, évidemment, lui aussi, la masse monétaire qui a été fabriquée par rapport aux enjeux de l'heure était une masse monétaire non contrôlée. Donc, la question qui dit que parce qu'il y a les fonds CFA, c'est pourquoi il n'y a pas, ça nous aide à ça, j'ai dit que c'est faux. Les fonds CFA ne nous aident d'aucune utilité, c'est tout. Alors, on a Karim à nouveau au bout du fil. Allô? Oui, Karim, on t'écoute? On va essayer quand même de conclure un peu la discussion pour passer à l'autre discussion, à l'autre sujet. Ce que je voulais savoir quand même, c'est qu'une fois qu'on sort du franc CFA, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place après? Le ciel ne nous tombera pas dessus. Lorsque nous sommes sortis du livre sterling pour avoir le Kwacha en Zambie, je pense que tous les spécialistes de la question tablaient sur l'effondrement total. Ça n'a pas eu lieu. Lorsque nous sommes sortis pour créer le NEIRA au Nigeria, tout le monde tablait sur la même solution, ça n'a pas eu lieu. Je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens, de dire qu'il faut qu'on... la question a été déjà réfléchie, c'est une question de... Est-ce qu'il faut réfléchir à une monnaie unique? Est-ce qu'il faut réfléchir à une monnaie unique des pays africains? Ou est-ce qu'il faut réfléchir à une monnaie par pays? Les solutions toutes faites, de copier-coller. Parce que je pense que dans l'état d'esprit de tous ceux qui parlent de la monnaie unique, ils ont en vision ce que l'Europe a fait. Je pense que ces solutions sont des solutions, pour moi, ce sont des solutions qui ne sont pas adaptables ou des solutions qu'il faut utiliser. C'est que je pense, l'auditeur précédent parlait de nationalisation de nos richesses. Moi, je parlerai du nationalisme africain. Pourquoi nous parlons du nationalisme africain? C'est cette capacité de faire en sorte que les richesses africaines reviennent, au-delà de revenir, et appartiennent aux Africains. Parce que cette richesse aussi, c'est quoi? C'est la décision politique. C'est la plus grande richesse que doit avoir l'Afrique dans notre génération. Le Maghreb, quelle place a le Maghreb justement dans l'histoire? Le Maghreb a la place dans le sens où, le Maghreb déjà c'est une entité géographique que nous n'acceptons jamais, parce que c'est une façon encore de partition des faits de notre mère patrie l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y aura que l'unité monétaire, l'unité économique, l'unité sécuritaire, dans la mesure où nous allons suivre jusqu'à preuve du contraire les chemins tracés par le père Kwame Nkrumah, c'est lui de la création des États-Unis d'Afrique, ou l'harmonisation de tous ces micro-États pour créer un État véritable, une patrie. C'est pourquoi nous, quand nous parlons du nationalisme africain, nous parlons de notre mère patrie, l'Afrique, qui voudrait dire que nous considérons l'Afrique comme une patrie, source de nos origines, où est attaché le cordon ombilical. Je pense que tout le monde... On voudrait... Karim est au téléphone. De toute façon, ce débat, on le rouvrira, on continuera. Parce que de toute façon, ce qui s'est passé le 7 janvier, mais ce qui s'est passé également avant le 7 janvier, il y aura d'autres actions après. Donc on vous réinvitera, on réouvrira un nouveau débat sur la question. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat. Merci. Merci, à bientôt.